Yes! Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour ce moment avec Isabelle Freinet, voilà, suite à cette super entrevue qu'on avait réalisée dans le cadre du lancement de la box. Et aujourd'hui, ben, on est accueillis en live ou en replay pour ceux qui viendront après par Isabelle. Et on va parler des écrans, hein, comment reprendre le contrôle au quotidien. Merci beaucoup Isabelle d'être là pour nous en live. Comment Bah, merci Virginie, super. 7 avril, 14 heures, c'est parti. Grâce aux écrans, on peut faire des belles rencontres aussi et transmettre des informations. Donc, j'en suis ravie. Exactement. Donc voilà, je te laisse la main. C'est toi la chef aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous, à toutes. Je vois des visages très féminins pour commencer. C'est souvent le cas aussi en consultation et partout où j'interviens. Les mamans et les femmes sont quand même en première ligne sur ces sujets de parentalité et je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Bien sûr, vos questions seront les bienvenues dans le fil de la discussion au cours de la masterclass. On pourra garder un petit temps aussi à la fin, mais n'hésitez pas au fil de l'eau si ça vous vient en fonction de ce que je raconte. Et si j'en vois quelques-unes à la volée, j'essaierai d'être la plus précise possible pour vous répondre. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, Isabelle Freinet, voilà, moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est mon dada, les écrans, la famille, que je mène un cheval de bataille sur ce sujet-là auprès des médecins, des pédiatres aussi, ça concerne les professionnels de santé. J'ai une consultation au Havre, à Paris, où vraiment je fais un accompagnement parce que c'est le mot-clé. Il me semble, quand on est parent, qu'on est un peu lâché dans sa jungle numérique et c'est loin d'être le seul sujet, comme on l'a vu en parentalité, il y a beaucoup de choses qui nous occupent. Et donc, les écrans font partie de bien d'autres choses, le sommeil, l'alimentation, mais il se trouve que c'est vraiment central aujourd'hui en termes de santé et puis aussi de bien-être familial, parce que c'est un sujet qui peut mettre pas mal la zizanie en fonction des âges des enfants. Donc, moi, j'essaye un peu de vous aider à démêler tout ça avec des clés aussi concrètes. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le petit livre pour doser les écrans famille avec un addictologue, qui s'adresse à tous les âges de l'enfant et qui permet justement de décrypter, de vous donner une méthode, un programme d'accompagnement. C'est pour ça qu'avec Virginie, quand on s'est dit, on va faire une masterclass, ce n'est pas juste une conférence. Là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un programme. C'est un programme qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que ça donne un peu de boulot. C'est-à-dire que c'est des clés qui vont, je l'espère pour vous, être des mises en application au fil de l'eau dans votre quotidien, sur pourquoi pas plusieurs semaines, et c'est le but. Donc, il y aura des informations clés aujourd'hui, un peu théoriques, mais l'idée, c'est que vous puissiez, si vous le souhaitez, bien sûr, mettre en œuvre, appliquer quelques conseils concrets assez rapidement. Donc, cette méthode, c'est IDClick, c'est un anagramme. Anagramme, c'est quoi? Ça veut dire que la première lettre du nom du programme correspond à une étape justement de ce programme. Je vais vous dire quelques mots sur l'addiction. C'est un mot qu'on entend beaucoup qui fait peur. Il se trouve que pour le moment, en termes de consensus scientifique, on ne pourra pas parler d'addiction pour les écrans. C'est important, c'est un peu rassurant, mais plus d'une dépendance. Donc ça, je vous en dirai un mot. Et pourquoi, en fait, c'est addictogène, mais pas nécessairement la maladie de l'addiction. Voilà. Ensuite, l'idée en famille, c'est de faire un décryptage du comportement. Comment, du lever au coucher, on utilise ces fameux écrans, quel que soit le support, et puis toute la famille, parce que souvent, on est un peu centré sur l'enfant, mais c'est intéressant aussi de se questionner en tant que parent, un peu de comment ça aussi, ça s'est infiltré dans nos modes de vie pour travailler, pour se divertir, pour faire plein de démarches administratives, il faut le dire aussi, on est un peu pieds et poings liés à ces écrans. Ensuite, je vais vous donner des outils, comment on peut équilibrer et planifier des temps d'écran, c'est-à-dire qu'à la fois des temps numériques partagés en famille, c'est important, ça peut être sympa, et puis savoir en sortir et pouvoir, de la même manière qu'on concocte un menu alimentaire, comment on peut faire un menu finalement un peu numérique du lundi au dimanche. Ça aide bien dans la tranche d'âge 6-12, je dirais, 12-17, il y a des règles à la maison, mais vous avez peut-être un petit peu perdu la main sur un menu numérique. 0,6, on va essayer de s'en passer. Et puis 6-12, c'est justement là qu'il y a l'entrée dans tout ce qui est initiation, accompagnement, et ça peut être intéressant de donner un cadre dans ce menu numérique de la semaine.
Créer une boîte d'activités nouvelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, passer du temps hors écran, ça veut dire quoi? En fonction de ses valeurs, de ses envies, de ses passe-temps, la nature, la créativité. Pour les tout petits, comment aujourd'hui, moi j'interviens dans des crèches, 0-3 ans, on me demande aujourd'hui comment les occuper hors écran, 0-3 ans. Voilà. Donc, comment on va se constituer son top 10 d'activités, mais évidemment pas pour se contraindre, pour se faire plaisir, en dehors des écrans. Deuxième planning que je vais vous livrer, qui s'appuie, c'est un nom un peu barbare, sur les techniques cognitivo-comportementales, comment on peut lâcher les mauvaises habitudes qui sont enracinées. Par exemple, on se lève, hop, on consulte directement son téléphone, on est à table, on répond, ou on a des notifs. Comment on peut lâcher ces réflexes conditionnés qui se sont installés? Voilà. Et puis, bien sûr, instaurer des temps de pause, de méditation. Moi, en tant que sophrologue, ça me parle parce qu'on a besoin de remobiliser nos 5 sens pour aller mieux, sentir, regarder, contempler. Toutes les études scientifiques, notamment qui parlent de la méditation, parlent à quel point ça régénère notre système nerveux et ça évite cette hyperactivité, cette hypervigilance. Et donc là, on est vraiment sur la notion aussi de gestion du stress et des émotions, de pouvoir instaurer des réels. Qu'est-ce que c'est faire une pause aujourd'hui? Souvent, on fait une pause, on prend une clope, on prend son téléphone, on prend... vous voyez, on fait tout sauf faire une pause, en fait. Donc, comment on fait une pause aujourd'hui? Et puis, dans un domaine un peu plus... on va dire de l'adolescence, comment on en avait parlé avec Virginie pendant l'interview préalable, c'est vraiment les écrans aujourd'hui une question de dialogue et de lien. De lien en termes de parentalité, parce qu'à un âge où ça se corse un peu, on va dire, c'est important d'avoir un lien de confiance, de proximité, d'écoute et d'empathie à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément facile. Vous voyez, tout ça, ça veut dire qu'on progresse dans des apprentissages, dans des outils. Et puis, ça parle aussi, évidemment, de, je ne sais pas quel âge vous concerne, mais je vais essayer de balayer, comme je l'ai fait là, un petit peu tout ce qui peut vous être utile. Voilà, donc là, j'ai été assez complète. Petit point théorique, très rapide, mais ça vaut le coup de le savoir. On n'est pas dans je vous disais, une addiction comme avec des produits, des substances, cocaïne, héroïne, alcool, etc. D'accord? Ça, c'est important de se dire qu'au niveau neurobiologique, on a des chercheurs qui nous le disent aujourd'hui, dans le cerveau, ça ne produit pas les mêmes formes de dérégulation, à savoir 2 neurotransmetteurs qui sont très importants, que vous connaissez, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, de la relaxation, du bonheur, et puis la noradrénaline, ça c'est la pédale d'accélérateur, c'est ce qui nous permet d'agir, de réagir, d'aller de l'avant, adrénaline, noradrénaline, etc. Donc quand tout va bien, il y a une pédale d'accélérateur, il y a une pédale de frein, et ça s'harmonise, d'accord ? Je vous donne un exemple avec l'alcool. Quand on n'est pas alcoolique, on va à une soirée, on boit un verre, on boit un deuxième verre, pourquoi pas un troisième, on est un peu éméché, mais on s'arrête. Ok? On s'arrête. C'est-à-dire que vous gardez le contrôle. Pédale d'accélérateur, mais système sérotonine, pédale de frein, c'est harmonisé dans votre cerveau, vous vous arrêtez. Ok? Vous êtes alcoolique, 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, 6 verres, 7 verres. Pourquoi pas sur une soirée? Mais ça recommence. Il y a une incapacité à se passer du produit, avec une souffrance associée. D'accord? Dans l'addiction, c'est une maladie. Il y a souvent, toujours, une souffrance associée. On sait que c'est pas bien, mais il y a ce qu'on appelle le craving. C'est irrépressible. C'est une envie irrépressible. On pense déjà, le soir, s'il n'y a pas d'alcool dans son frigo, il va falloir passer avant la fermeture du magasin, acheter une bouteille, et tout est dans le contrôle comme ça. Dans le contrôle et à la fois donc avec une perte totale de contrôle. D'accord? Les écrans, c'est pas ça. C'est pas la même histoire. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas un certain nombre de problèmes sur la santé physique et mentale, qu'il ne peut pas y avoir une certaine perte de contrôle, mais disons que ça ne va pas avoir les mêmes effets, d'accord, dans le cerveau. C'est pour ça que dans la terminologie, on parlera davantage de dépendance comportementale et affective. Exemple, comportementale, je suis dans une salle d'attente chez le médecin, j'attends le bus, j'ai en fait un laps de temps d'attente
Et de manière automatique, sans même en avoir conscience, je vais prendre mon téléphone pour le consulter alors que je n'ai rien à faire dessus. Okay, ça nous est tous arrivé. On le fait environ 220 fois en moyenne par jour. Okay, ça veut dire que quand vous avez posté un truc sur les réseaux sociaux, vous êtes en attente d'un mail, votre cerveau, il est on. Et c'est surtout que ça va lui faire très plaisir d'avoir un système de like, de récompense. Donc là, on est sur l'activation, vous en avez certainement entendu parler, de la dopamine. C'est comme ça qu'on est tenu en laisse. J'aime bien souvent dans mes interventions dans les écoles, je mets des photos de gros gâteaux au chocolat. Parce que les écrans, c'est un gros gâteau au chocolat. Parce que ça va vous faire très plaisir. Et aujourd'hui, pourquoi c'est si difficile de s'en passer? C'est parce qu'entre lire un bouquin, qui en plus n'est pas forcément génialissime, et puis d'avoir un scrolling de réseaux sociaux ou consulter ses mails, eh bien, nous sommes tous, adultes comme enfants encore plus vulnérables. Notre cerveau est fait ainsi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un calcul mathématique très simple de notre cerveau qui va se dire, qui va aller vers ce qui demande le moins d'efforts et qui apporte le plus de plaisir. Voilà. C'est assez simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en tout cas, là où il faut se rassurer et se détendre, c'est que parfois, il y a un usage qui va être... Aurore me dit, est-ce que vous arrivez à fermer la petite boîte en bas à droite de la présentation? Ah, pardon. Voilà. Attendez. Elle est un peu... Voilà. Merci, Aurore. Elle était un peu récalcitrante. Elle ne voulait pas se fermer. Donc, là, on se dit, parfois, oh là là, mes enfants passent trop de temps sur les écrans. Ça peut être problématique, comme ça peut être pas problématique. Tout est vraiment une observation de ce qui se passe. Okay, donc, un usage excessif des écrans ne dérégule pas le cerveau de la même manière qu'une substance à produit. Dopamine, oui. Et il peut y avoir une dépendance qui est comportementale, je vous en ai parlé, mais affective. Et c'est là où il faut être vigilant avec les enfants, c'est-à-dire qu'à un moment de vulnérabilité dans la famille, divorce, chômage, séparation, harcèlement scolaire, chute des résultats scolaires, tout ce qui peut traverser émotionnellement votre enfant dans un contexte familial à interroger. Il peut y avoir l'écran qui devient un refuge, avec des temps qui vont exploser, avec beaucoup de recherche de satisfaction, justement de likes, d'estime de soi. Donc voilà, si du jour au, enfin pas du jour au lendemain, mais que vous voyez qu'il y a un changement à la maison et un changement aussi de consommation, que l'écran rentre beaucoup plus dans la chambre à coucher, enfin vous voyez qu'il y a des changements aussi de comportement. Ça, voilà, ça peut devenir une dépendance affective. Il y a un sujet qui est en train d'émerger en ce moment, c'est que même l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT commence à être utilisé un peu comme un psy. Je viens d'apprendre ça, en fait. On parle à une IA comme un être humain en essayant de solutionner des problèmes. Voilà, il y a cette dimension. Voilà, il faut être un petit peu vigilant où ça peut devenir une dépendance affective. Voilà, je voulais vous dire ce petit mot-là. Rapidement, je viens de vous en parler. Vous avez toutes ces situations qui sont des signes avant-coureurs. Parce qu'on me demande souvent, mais les écrans, c'est grave, c'est pas grave. Bah, en fait, à partir de quand on peut considérer que c'est une utilisation pathologique? Eh bien, je vous ai mis une liste de ce qui peut en effet alerter. Hein. Sommeil, résultats scolaires, perte d'intérêt pour les relations sociales, pour les activités qui étaient habituellement appréciées, et puis un changement dans le lien, des mensonges, des portes qui claquent, enfin un enfant que vous ne reconnaissez pas, comme on dit, hein, qui change un peu d'humeur, de tempérament, etc. Voilà. Ça, je pourrais vous l'envoyer un petit peu, mais c'est vrai que souvent, en tant que parent, on a du mal à se dire est-ce que c'est grave, c'est pas grave. Voilà. Bon, vraiment, ce qu'on observe beaucoup, c'est la chute des résultats scolaires, quand même. C'est ce que je vois beaucoup. Et puis, les troubles du sommeil. Hein, on en avait parlé avec Virginie aussi, quand j'avais donné un conseil, on y reviendra, mais vous voyez, ça me permet d'être concise, comme ça, je ne vous répéterai pas les trucs après. C'est que vraiment, un problème de santé publique numéro 1, toute la population française est concernée. On a perdu 15 ans de sommeil en 50 ans. Pardon, on a perdu énormément de sommeil depuis à peu près
50 ans, c'est, je crois, 1h30 en moins. C'est une norme. On dort 6h45 par nuit en moyenne. Les adolescents, à peu près pareil, alors qu'ils ont besoin de 9 heures de sommeil. On est avec des enfants en classe qui s'endorment, qui sont fatigués, qui pètent les plombs parfois, donc dans la régulation des émotions. Donc vraiment, trouble du sommeil, on en reparlera. Sortir les écrans des chambres à coucher. C'est vraiment le... S'il y avait une baguette, un truc, baguette magique, ça serait ça, qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Voilà, petit panorama pour vous donner quelques chiffres. Moi, je travaille beaucoup sur la petite enfance parce qu'on voit des temps exploser déjà à 2 ans, 3 ans et demi, 5 ans et demi, alors que, bon, bah, pour tout vous dire, hein, ça n'a aucun intérêt à cet âge-là. Ce n'est absolument pas forcément pédagogique. On n'a pas besoin de faire apprendre l'anglais à un enfant de 2 ans grâce à YouTube Kids, par exemple. Voilà. Donc, c'est toute une... Comment dire, un accompagnement à cet âge-là où il faut être vigilant. 3 ans, 6 ans, vous voyez, les temps sont déjà très importants. Donc là aussi, on verra, ça dépend un petit peu de ce qu'on y fait et de combien de temps on y consacre. Mais c'est des temps qui sont déjà, vous voyez, assez importants. Chez l'adolescent, 6-10 ans, vous voyez, 50% passent 3 heures au plus devant les écrans. On a 67% dans cette tranche d'âge qui sont déjà sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont interdits en dessous de 13 ans. Donc voilà, il y a un gros travail en effet de vigilance et de prévention sur l'entrée dans le numérique. L'entrée dans le numérique se fait très mal à partir de 6-7 ans. Et donc c'est là qu'on a besoin de vous aider, d'aider les parents sur cette tranche d'âge particulièrement. Voilà, ça c'était pour vous donner quelques chiffres. Alors là aussi, assez brièvement, mais en gros, le constat, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des études scientifiques. Pourquoi, grosso modo, les écrans, c'est pas terrible? Bah forcément, hein, les temps d'écran, ils peuvent être intéressants, mais par définition, ils sont sédentaires. Donc, ça veut dire que plus on est assis sur une chaise, puisqu'il y a des risques de surpoids et des troubles d'alimentation. Donc là aussi, l'ANSES qui mesure en fait régulièrement les temps d'activité physique qui sont de 2 heures, hein, à peu près, de 60 minutes pour un minimum pour les enfants par jour. Donc là, on est bien en dessous. Il y a la sédentarité qui est vraiment un fléau qui concerne 50% des adolescents entre 11 et 14 ans. Enfin, voilà, et on se rend compte que malheureusement, tout ça, c'est des problèmes qui s'installent dès la petite enfance et que donc l'idée, c'est de le plus possible sortir, bouger, même s'il ne fait pas très beau, d'aller au parc, de se dépenser. Et on sait aussi que les temps d'écran sont des temps où les enfants vont avoir tendance à manger plus gras et plus sucré devant les écrans. Ça aussi, il y a des études qui nous le montrent. Donc voilà, il faut être vigilant au fait d'avoir une activité physique régulière. Je vous en ai parlé à l'instant, les troubles du sommeil. Alors, il y a 2 raisons assez simples pour le fait que ça ne soit pas bon pour notre sommeil. Vous en avez sûrement entendu parler de cette mélatonine. Hein, c'est cette hormone qui nous permet à une certaine heure du soir, 21h à peu près, on commence à sécréter de la mélatonine. Ça veut dire que notre cerveau, notre corps passe en mode repos, normalement. Et dans nos modes de vie, on dîne plus tard, on est plus tard sur les écrans, on les emmène dans les chambres à coucher. Et donc ça va créer en fait un problème parce que ça va retarder votre endormissement parce que c'est la lumière bleue. Hein, je crois qu'on en parle maintenant, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on le sait, c'est très bien documenté. Il y a cette lumière bleue qui va justement freiner la production de mélatonine. Donc là, vraiment, on se met une balle dans le pied, quoi. Donc après, il y a des gens qui vont pas vraiment voir que ça pose un problème, qui n'ont pas de problème de sommeil. Mais ce qu'on sait, c'est que ça diminue la qualité du sommeil profond aussi. Donc on peut se sentir plus fatigué même si on n'a pas de problème d'endormissement. Donc évidemment, chez les tout petits, il faut vraiment éviter les écrans pour s'endormir. Hein. Il y a plein de choses qui existent, la musique, les veilleuses, chanter, raconter des histoires, etc. Donc, voilà, c'est ça, il y a cette raison-là purement horloge biologique hormonale. Et puis le fait d'être beaucoup sur les écrans, notamment dans une activité de discussion, de messagerie instantanée, de Messenger, de réseaux sociaux, voire de discussions un peu enflammées quand ça continue après le lycée, voyez, on se répond.
Et bien ça, en fait, votre cerveau, il est en hyperactivité, quoi. Hein, c'est comme quand on dit qu'il faut éviter les discussions enflammées à table pour bien digérer. Il y a cette idée qu'il y a vraiment, en fait, vous donnez tous les signaux à votre cerveau que c'est le jour, que vous êtes réveillé, que vous avez la pleine énergie, et c'est surtout que ça va créer de l'hyperactivité et de l'hypervigilance qui fait que vous ne pouvez pas décrocher, vous ne pouvez pas passer en mode sommeil, hein, où il faut ralentir les ondes, hein, arriver aux ondes alpha, on appelle du repos, de la relaxation. Donc évidemment, idéalement, ça va être 2 heures avant d'aller se coucher. C'est ambitieux, d'éteindre tous les écrans. Et si on a 1 heure avant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on va se dire, allez, je mets mon portable en mode avion dans le salon. S'il n'y a pas d'urgence, si vous n'êtes évidemment pas en attente de quelque chose d'important. Et ce que je préconise, je vous en parlerai après, c'est que toute la famille fasse pareil. Vaste chantier. Problème de vue, Marjorie me dit 2 heures avant le coucher, c'est ce qui est aussi recommandé pour la fin du repas. Exactement, exactement. Tout ça, ça va ensemble. Hein, pour bien digérer, bien dormir, pas de repas trop gras, trop sucré. Donc, ouais, exactement. On peut se dire qu'à un moment donné, voilà, après le repas, on essaye que ça ne soit pas trop tardif, et ben on passe à des choses en effet plus calmes. Exactement. Merci à vous pour ce petit rappel. Nutrition. Les problèmes de vue, bien sûr, on n'en parle pas assez. Myopie. En Asie, c'est fulgurant. Ils sont, nous, à côté, on est des moines des écrans. On ne les utilise pas du tout. Ils ont les jeux vidéo encore plus, etc. Ça ne s'arrête pas beaucoup la nuit aussi. Donc, bon, chez les tout petits, il y a un cristallin qui est très, très immature. Donc, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment… En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a à peu près 1 enfant sur 4 à 9 ans en France qui est myope. Et ça n'a jamais été aussi prégnant. Et donc, on sait que les écrans ont un rôle là-dedans. Les ophtalmos, etc., alertent sur ce sujet de la myopie. Parce qu'en fait, il y a les écrans, mais il y a le fait de rester beaucoup plus en antérieur. Et quand on reste plus en antérieur, on est moins exposé à la lumière du jour et on exerce moins son champ périphérique. Vous voyez, c'est le monde en 2D sur un écran, vision de près. Alors que quand vous êtes à l'extérieur, vous accédez à votre environnement avec une vision qui est périphérique. Et donc, le fait de ne plus entraîner cette vision périphérique, et notamment depuis le Covid, vraiment de rester plus à la maison sur les écrans, eh ben, ça a contribué au fait que la myopie explose de plus en plus jeune. Donc ça, c'est important. Il y a des études qui nous montrent que plus on est exposé avec des temps très élevés toute la journée, il y a un risque, un âge plus avancé aussi, de DMLA, hein, qui est une maladie oculaire assez grave. Donc voilà, les scientifiques s'intéressent un peu à tout ça, donc protégeons aussi le plus possible nos yeux, en faisant attention à ça tout au long de la journée. Chez les tout petits, des retards d'apprentissage de motricité, c'est surtout aussi le langage qui est en jeu. Un enfant qui est exposé beaucoup aux écrans tout petits, par définition, il va être moins en interaction avec vous. Vous allez moins lui parler, il va acquérir moins de mots, de vocabulaire. Et on sait que les enfants qui regardent la télé avant d'aller à l'école aussi ont plus de risques de développer des troubles primaires du langage. Ça, je le vois chez beaucoup de familles aussi où la télé est allumée le matin. Donc ça, pareil, c'est comment arriver à lâcher un peu cette habitude. Voilà. Donc ça, je vais passer assez brièvement sur les risques sociétaux comportementaux. Vous les connaissez. Un âge plus avancé, c'est bien sûr la pornographie, les contenus violents. Donc parler très tôt. On ne pourra pas éviter, malheureusement, que nos enfants soient, même si on les protège, qu'on met un cadre exposé à ces contenus assez jeunes, que ce soit dans la cour de récré, chez les copains, etc. Donc de pouvoir, en effet, ça demande un vrai apprentissage chez nos parents, de pouvoir que le dialogue s'instaure si jamais tu as vu quelque chose de problématique, qui t'a choqué ou dont on t'a parlé. Voilà, tu peux venir si tu veux me le dire, parce qu'on minimise beaucoup, malheureusement,
On pense qu'à 7-8 ans, 9 ans, nos enfants ne voient rien. Et malheureusement, ils voient des choses. Ils voient des choses. Là, on commence. Vous voyez, par exemple, à 12 ans, vous avez la moitié des enfants qui consultent chaque mois des images pédopornographiques en accès libre. Voilà. C'est un chiffre qui est massif et on ne se sent pas forcément concerné. Et donc, voilà, c'est quelque chose, en effet, à amorcer assez tôt. Et ça se passe le plus souvent, en effet, sur smartphone. Que ça circule. Donc ça, évidemment, hein, que ça fait peur. Mais voilà, tous les psychologues le diront mieux que moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous aurez cette ouverture et cette disponibilité à pouvoir parler des choses, mieux ça sera. En fait, il y aura un récit autour et vous allez diminuer en fait les répercussions psychologiques ou les traumas, etc. Les mauvaises rencontres et les fake news, ça c'est vraiment quelque chose qui est une pourriture de notre société. Les mauvaises rencontres, hein, il y a des prédateurs partout. Dès qu'un enfant crée un compte Facebook à 13 ans, il y a une enquête sur Envoyé spécial qui a été sur France 2. La journaliste, en fait, s'était fait passer pour une ado de 13 ans qui ouvrait un compte Facebook. Et alors là, c'est un monde parallèle, si vous voulez. Nous, en tant qu'adultes, on a un compte, on ne se rend pas compte. Mais comment aller contacter les sujets qu'on lui propose, une discussion assez rapidement très crue. Hallucinant. Donc voilà, qui est derrière le compte, qui parle, ne pas forcément envoyer de photos, qui est derrière l'écran, etc., etc. Cyberharcèlement, bien sûr. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, manque d'estime de soi et narcissisme. Un enfant qui manque un peu de confiance en lui va être un peu plus vulnérable sur les réseaux sociaux. Parce qu'il va rechercher l'approbation de la communauté, rechercher les likes, rechercher à être apprécié. Et on voit chez les jeunes filles que c'est le culte du corps, hein, notamment avec Instagram. Ça fait beaucoup de mal, ça. Dans les comparaisons, dans ces challenges, à voir, vous savez, entre les deux cuisses, le plus grand écart possible. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça peut vraiment alimenter un mal-être qui peut être déjà présent. Ouais. Voilà, c'est important. C'est vrai que ça concerne, on va dire, la tranche de plus en plus jeune, en fait, ces sujets-là. Des 8-9 ans. Avant, on se disait, allez, premier smartphone, plutôt 11-12 ans. En 24 heures sur Snapchat, me dit Aurore, demande de nude, hallucinant. Ouais. Pour quelqu'un que vous connaissez, pour votre fille? Ouais, votre fille. Ben voilà. Vous voyez, on n'est pas nombreuses à être connectées. Vous voyez, il y a déjà un témoignage. Et ça, c'est fulgurant depuis. Et si vous voulez, je pense qu'au niveau de la loi, au niveau de tout ce qui est Darknet, etc., il n'y avait rien qui était fait jusqu'à maintenant. Et voilà, on commence à avoir un sujet qui est plus qu'émergent. Et elle vous en a parlé tout de suite, votre fille. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Elle ne s'est pas laissée happer ou impressionner ou intimider, justement. Ouais. Ça fait toute la différence. Hein. Vous avez dû être rassurée, du coup. Oui. Merci à vous. Donc, les 3 mots-clés sur ce sujet-là, hein, pour résumer ce que je viens de vous dire, éducation, poser un cadre clair qui ressemble à votre famille, qui ressemble à vos valeurs, et ce, à tout moment. On peut être un peu frileux à un âge plus avancé, de se dire, oh là là, ça va être difficile. Bah, justement, comme vous expliquez, par exemple, se dire, allez hop, tout le monde met le téléphone le soir dans le salon, ou le dimanche, on va faire une après-midi pique-nique en forêt, on essaye de se mettre tous en mode avion, ou plus pendant les repas. À tout moment, c'est hyper important. À tout moment, en tant que parent, quel que soit l'âge de votre enfant et quelles que soient les règles mises en place par les familles que vous côtoyez, c'est vous qui savez dans votre intime conviction ce qui est bon pour vous en fonction de votre mode de vie. Et n'ayez pas peur de la réaction de vos enfants. Même si vous les frustrez un peu, même s'ils ne sont pas contents. Et c'est surtout que si vous appliquez
la même règle commune à la maison, ça sera hyper puissant. C'est ça qui marche. C'est ça qui fonctionne, c'est de pouvoir avoir une cohérence parce que vous parlez un peu au nom de votre famille et que vous-même, vous allez essayer de faire une forme d'effort. Et oui, jusqu'au 3 fils, il n'était pas mis devant la télé. Et on tenait bon. Bah oui. Oui, oui, et puis c'est vrai que ça parle d'arriver un petit peu à tenir bon par rapport à l'entourage aussi, bien sûr. Moi, ma fille, moi, elle a que 2 ans. Bon, j'ai la chance, quand je vais chez mes parents, ils sont télé à fond, on éteint la télé. Mais je sais qu'il y a des familles où ça va être compliqué, en fait, de s'imposer par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc, tenez bon, tenez bon. En plus, aujourd'hui, c'est pas que vous qui le dites, c'est les experts, c'est les études. Donc voilà, vous êtes parents, c'est vous qui décidez. C'est assez basique, mais faites-vous confiance vraiment là-dessus. Faites-vous aider sur l'accompagnement si justement vous avez du mal à imaginer d'autres activités. Voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'interdiction pure, à part évidemment pour les tout petits, ne fonctionne pas. Et que c'est tout un accompagnement global qui va vous aider, à la fois avec des activités communes, temps familial sans écran, et aussi une conso numérique en famille. Parce que c'est ça aussi, ce qu'on ne disait pas il y a encore 5 ans ou 10 ans, c'est que oui, ça peut être très sympa de faire un jeu vidéo en famille, un film en famille, que votre ado ou votre enfant vous montre ce qu'il aime bien sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il y ait une info, un partage et que les infos soient transversales. Que le numérique, c'est pas tabou, c'est pas oh là là, c'est mal, c'est un sujet à la maison qui circule, dont on parle, et ah bah toi t'aimes ça, moi j'aime ça, ah bah tiens on va faire ça. Voilà. Mais le cadre, pas dans les chambres, pas pendant les repas, pas quand on reçoit des amis, pas quand on va faire une super excursion en vacances. Oui, oui. Si vous autorisez par ailleurs, vous avez le droit dans votre cadre d'interdire à certains moments, dans des temps clés. Vous voyez, ce principe d'alternance. Et pourquoi les ados pètent les plombs, c'est jusqu'à maintenant, on cherchait à leur interdire complètement aussi. Vous voyez, c'est parce que c'est une question de progression. Le problème, c'est que d'un coup, on a donné un smartphone open bar avec tout. Donc, c'est difficile. Mais moi, j'aime bien cette idée, vous savez, quand on apprend à faire du vélo à un petit, il a d'abord une draisienne, après, il a un vélo avec des petits trous, après, il a je ne sais plus quoi là, et puis après, il a un beau vélo de course, vous voyez? Eh bien, c'est exactement la même histoire. C'est 4 ans, allez, on fait un petit Skype avec mamie. 5 ans, on regarde, allez, un petit court-métrage, 20 minutes. 6 ans, ah tiens, on va faire un petit album photo en ligne, on va regarder tel truc. Pourquoi pas un petit jeu vidéo cadré, 7 ans. Allez, si on décide que c'est suffisamment, comment on peut dire, à accepter les règles, 10-11 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais pourquoi pas premier smartphone? Mais c'est pas open bar, on va pas mettre toutes les applications. On va mettre juste téléphone avec un contrôle parental. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Et peut-être juste mettre Insta ou WhatsApp. Souvent, ce qu'ils veulent, c'est une messagerie pour discuter avec les copains. Un ou deux trucs, vous voyez, c'est les 2 petits trous du vélo, quoi. Et puis, moi, avant même d'avoir un smartphone, je vous en parlerai plus tard, mais c'est une tablette familiale pour entrer dans le numérique, qu'on sort dans le salon après le goûter, ou si vous avez la chance d'être là, une grosse problématique à la sortie de l'école ou du collège jusqu'à l'arrivée des parents. Là, il y a un no man's land. Il y a un gros trou de 17h, 19h, où c'est un peu plus compliqué. Mais d'autoriser, d'aller avec son enfant sur le numérique avec une tablette pour aller, c'est quoi Internet, c'est quoi un site Internet, c'est quoi une recherche, c'est quoi un site d'information, cette vidéo. Vous voyez, il y a tout un... Mais ça, pourquoi j'existe aussi, c'est que les parents, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps de faire ça. Et ça demande... Et tous les parents ne savent pas non plus comment tout fonctionne, et c'est normal.
Donc, vous voyez, c'est cette idée d'y aller cool, quoi, d'y aller très progressif. Donc là, justement, je me suis permise de faire un petit volet parents pour qu'on repasse par notre case parents, comment nous, on les utilise, parce que c'est souvent ce qui nous est reproché, c'est que nous, on y est trop aussi, et qu'ils nous réclament notre attention, les enfants, surtout les enfants en bas âge. Donc, j'ai concocté un petit guide sur 9 questions à se poser avant de se connecter, histoire de rendre notre consommation un peu plus consciente, parce que nous aussi, on se fait un peu avoir sur cette histoire d'y être plus qu'on voudrait y être parfois. Et toute la différence, c'est entre le mode actif et passif. Si vous êtes en mode actif, vous recherchez une info, vous avez une démarche à faire, en gros, vous avez besoin de votre téléphone. Vous êtes dans une démarche active, vous faites fonctionner votre cerveau, votre mode cognitif. À partir du moment où vous passez en mode passif, pilote automatique, grosso modo, ce que j'ai dit tout à l'heure, je sors mon smartphone, j'ai rien à y faire, ou je scrolle. Bon, alors, si c'est 10-15 minutes, c'est sympa, le soir, on le fait tous, sur le canapé, pour voir un peu les réseaux sociaux, mais le risque, c'est de s'engouffrer sur des durées qu'on n'a pas choisies. Et donc là, on passe en mode passif, pilote automatique. Et c'est toute l'histoire, elle se résume à ça. Il y a un début et c'est nous qui devons mettre la fin. C'est ça, reprendre le contrôle. C'est créer cette alternance-là. Et d'apprendre ça à nos enfants. Est-ce que c'est moi qui décide d'utiliser mon téléphone ou est-ce que j'y suis amenée par des notifications? On en parle assez, d'essayer de supprimer les notifications qui ne sont pas utiles parce que on le voit, on en parlait aussi avec Virginie, quand on travaille sur des grosses préparations, on a besoin de se concentrer. Justement, vous voyez, quand je fais une présentation comme je vous fais là, je ne peux pas faire autre chose. Mon téléphone, là, si j'ai des notifs, déjà, il n'y en a pas, mais je veux dire, ça me dérangerait, ça me déconcentrerait. Vous voyez, quand on fait des choses où vraiment on a besoin d'un temps un peu plus long, vous avez sûrement des jobs, vous avez besoin parfois d'écrire, de rassembler vos idées. Bon, voilà. Le téléphone qui vous interrompt en permanence, ça vous flingue votre concentration. Donc, faire le point déjà là-dessus, sur comment ça fonctionne. C'est valable au travail aussi. Le troisième point, est-ce que je souhaite communiquer avec quelqu'un ou chercher une information? C'est ce que je vous disais. Hyper important par les temps qui courent, est-ce que c'est urgent ou important de consulter mes messages? Donc parfois on a besoin de travailler aussi le week-end, ça peut arriver, mais avoir une forme un petit peu d'autodiscipline pour éviter ce mode compulsif. En gros, je vais consulter mes mails tous les quarts d'heure. Alors, si on est en train de travailler, qu'on attend des choses, pourquoi pas, mais ça peut valoir le coup de se dire, je les consulte un peu le matin, je les consulte en milieu de matinée, vous voyez, de ne pas avoir une espèce de buffet à volonté en permanence d'informations. Et alors là, ça c'est mon point phare, combien de temps vais-je passer devant l'écran? Et ça notamment quand on rentre dans l'accompagnement avec les petits ou les pré-ados, la notion de durée, elle est hyper importante. Vous voyez, même si vous voulez vous faire plaisir sur les réseaux, les trucs et tout, vous dites, allez, là j'ai 14h41, allez, à 15h terminé. C'est des méthodes aussi qu'on a pour essayer de travailler avec efficacité. Vous donnez une demi-heure pour écrire une fiche synthèse, etc. Et ça, pour le point de départ, vous pouvez regarder sur vos applis iPhone ou Android, ça calcule votre temps d'écran. Donc, ça donne une bonne photographie. On l'a tous fait, ça. On pense qu'on n'utilise pas trop, puis on se rend compte qu'on est comme tout le monde, qu'on a passé 5 heures sur tel truc, tel truc. Donc, ça permet de reprendre le contrôle, encore une fois, d'être un peu plus conscient de ce qui se passe. Et puis aussi, alors là, on est plus sur la dimension famille, sociale. Est-ce que, voilà, on s'isole, on est même impoli. Est-ce que on n'est pas en train de louper des moments de temps conjoint, enfant, famille? C'est ce qu'on appelle la technoférence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur votre téléphone, si tout le monde est sur son téléphone à la maison, on est seul mais ensemble, ou ensemble mais seul. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans sa petite lucarne et puis il n'y a plus
Ouais, quand je vous parlais de lien, de partage, de dialogue tout à l'heure, ça parle un peu de ça. Est-ce que ça ne vous isole pas? Alors, je fais un petit tour sur la boîte. Le souci que j'ai avec ces temps d'écran est le fait que plein de choses semblent être inclus. Ben oui, vous avez raison, c'est un terminal, on fait tout. On prend les photos, on écoute de la musique, on fait nos démarches administratives, on a l'appli du collège ou de la crèche. Donc, votre question, Aurore, si j'ai bien compris, c'est si vous mettez de la musique sur votre iPhone, est-ce que c'est un souci? Ben non, parce que c'est une activité en tant que telle. C'est une activité que vous choisissez, qui vous fait plaisir. Donc, c'est votre téléphone, mais j'ai envie de dire, c'est parce que vous en avez besoin quelque part. Il a son utilité. Il a son utilité. Vous voyez? C'est plus, vous voyez, pour les petits, que je préconise plus les podcasts qui passent par une enceinte pour l'audio, pour qu'il n'y ait pas l'écran. Et puis, le bon vieux radiocassette ou une cassette ou un CD. Vous voyez, mais ça, c'est plus pour les petits. Non, non, pas du tout, ça ne pose pas de problème, votre iPhone. On peut voir ensuite les détails par type d'application. Oui. C'est compté dans le temps d'écran. Non, non, ça vous... Vous voyez, par rapport à ce que je vous décrivais, votre actif, votre passif, quand vous mettez de la musique sur votre iPhone, vous êtes en mode actif, quoi. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de regarder l'écran en plus. Moi, je suis très pro-écran pour l'audio. Je recommande beaucoup les podcasts. Vous voyez, ça varie aussi le type d'utilisation. Vous avez Radio France, France Inter, même pour les petits qui font des choses super sur des petites histoires de 2-3 minutes, etc. Vous voyez, ouais, tout doux, tout doux. TOU, DOU. Voilà, et puis cette dimension un peu plus affective, est-ce que je m'ennuie ou je me sens seule quand j'utilise mon téléphone? Alors, je vais vous le dire un peu cash, c'est un peu la même histoire que la nourriture. Quand on est traversé par des émotions désagréables, on a tendance à se goinfrer un peu plus d'écran. Bon, après, si on ne mange pas du tout quand on est triste, bon, ça ne marche pas. Mais on va dire que la règle générale, quand on n'est pas bien, on mange plus. C'est-à-dire pour 80% de la population. Et donc, du coup, il y a cette idée de attention, si on n'est pas bien, eh bien, on va tendance à avoir à s'enfermer davantage dans une utilisation un peu excessive pour combler un manque, pour être plus, comme vous disiez tout à l'heure, rechercher un peu une forme d'amour ou d'admiration voilà, extérieure. Bon, ça c'est pour les tout petits. J'ai fait un petit mémo OK ou KO de ce qu'on peut finalement tout à fait de manière adaptée mettre en place. Voilà. Qui n'est pas du tout, qui correspond, j'ai envie de dire, à une utilisation ponctuelle. Vous voyez? C'est ponctuel, c'est cadré, c'est à un temps donné et c'est accompagné. Vous voyez? Petit dessin animé, la vidéo, les photos, le Skype avec mamie, un petit jeu, vous êtes là. Et donc, nécessairement, ce qui va peut-être juste poser problème pour ça, c'est au moment où vous allez arrêter. Frustration, crise de colère. Et là, vous allez un peu sonder quel type d'enfant vous avez. Il y en a, ça passe crème, et d'autres, c'est l'enfer. Donc, diversion, proposer autre chose. Je ne t'interdis pas, on y reviendra, mais là, on avait dit 15 minutes, c'est 15 minutes. Le cadre, la durée. Les tout petits, l'horloge, etc., ça ne marche pas trop mal pour ce genre de choses. Par rapport au risque santé dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on va éviter, c'est de regarder la télé le matin avant l'école, déjeuner ou dîner avec les écrans, utiliser les écrans dans la chambre, naviguer seul sur les réseaux sociaux avant 12 ans. Alors là, on est dans une révolution intégrale. Et alors là, c'est ma petite touch personnelle, mais offrir un smartphone avant 12 ans. Vous faites ce que vous voulez, si vous sentez que c'est le bon moment. Voilà. Si on peut, on est en train beaucoup d'y revenir. On est en train de beaucoup y revenir en se disant que, bah voilà, a priori,
c'est pas un drame si un enfant n'a pas tous les réseaux sociaux et les applis avant 12 ans. Voilà. Il y a des constructeurs, je connais un deuxième ou un troisième, qui commencent à commercialiser des téléphones style le bon vieux Nokia 3210 qu'on avait dans les années 2000. Parce que voilà, on se rend compte qu'à un moment donné, ben, c'est pas évident d'avoir la totale comme ça du jour au lendemain. Et encore une fois, ça dépend du tempérament, du caractère et de l'autonomie de votre enfant. Alors, si vous n'avez pas de questions, je passe à la suite. Voilà, le fameux premier smartphone. Aujourd'hui, alors là, vous voyez, je n'ai pas corrigé mon chiffre, ça a changé. C'est un petit peu plus tard, depuis le Covid, c'est 11 ans, le premier smartphone. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais comme je vous disais, la mauvaise nouvelle, c'est que de toute façon, entre 6 et 10 ans, la consultation des réseaux sociaux ont explosé. Donc, c'est un peu le problème. Donc, voilà, ça, c'est très personnel, l'âge d'acquisition. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que ça répond à une pression extérieure. Ah, mais un tel ou mamie m'a offert. Je pense qu'en tant que parent, c'est terrible quand on sent que ça nous est imposé. Donc, c'est pas mal de baliser ce que vous souhaitez avant. Informer la tante, l'oncle, que vous ne voulez pas de console de jeu, que vous ne voulez pas de téléphone, par exemple, si c'est votre choix. Et si vous l'avez décidé, eh ben de faire quand même, accompagner avec un expert ou vous, si vous bossez un peu le sujet, c'est d'aller un petit peu ensemble quand même sur Internet, sur les applis, voir un peu ce qui se passe, vérifier les sources, est-ce que c'est une fake news, est-ce que les images sont retouchées, est-ce que c'est un vrai site Internet, vous voyez, tout ce qui est un petit peu là, de l'ordre de l'information. Je sais que dans les écoles et les lycées, il y a beaucoup ça, de l'éducation aux médias qui est faite aussi, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de désinformation, malheureusement, de fausses images, ça pose un vrai problème démocratique même de comment s'informer. Connaître le droit à l'image, si on prend votre enfant en photo, on n'a pas le droit de poster la photo sur les réseaux sociaux. Interdit par la loi. Et oui. Et en plus, quand on poste quelque chose, ben, ça reste ad vitam aeternam sur des serveurs. Et ça, les enfants, ils n'ont pas cette notion. Il y a ce côté très rapide, très virtuel que ben, c'est le monde virtuel, on s'en fiche. Et qu'en fait, bah oui, une photo un peu dérangeante postée à 8, 10 ou 15 ans, bah, potentiellement, elle peut ressortir n'importe quoi. Veiller au contenu que l'on publie, choisir ensemble les contenus qu'on va regarder, mettre en garde évidemment contre le harcèlement, ça fait beaucoup de choses. Et je vous en prie, ne pensez pas que le contrôle parental ne sert à rien. Il est désinvesti aujourd'hui. Il est moins installé, alors que c'est quand même, notamment Family Link de Google qui est le plus connu, qui vous permet quand même de prévenir beaucoup de sites, enfin de contenus choquants, violents, pornographie, de connaître, de pouvoir aussi fixer, par exemple, si vous décidez qu'à 21h, tout est arrêté, les terminaux numériques de votre enfant. Enfin, vous avez quand même la main sur beaucoup de choses en installant ce contrôle parental, y compris sur les consoles de jeux. Voilà, les fixer des règles claires le soir. Vous voyez, si on fait ça dès que vous offrez un téléphone, que le téléphone, c'est pas dans la chambre, c'est pas pendant les repas, dès le début, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est pas que c'est impossible, c'est de rétro-pédaler plus tard. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas impossible. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, s'il y a 2 critères vraiment pour jauger l'usage positif, parce qu'il faut en parler aussi des écrans, c'est est-ce qu'ils répondent à un critère de créativité. Ça peut être des choses superbes, des ados qui s'intéressent à la cuisine, à la déco, à la construction, à la photographie, ou je ne sais quoi. Si votre préado ou adolescent a des appétences que vous sentez pour telle ou telle chose, n'allez pas casser cette voie, y compris sur des tutos, des vidéos, des choses qu'il découvre, qu'il explore. D'accord ?
C'est vraiment important ce critère de créativité et de pouvoir aller vous y intéresser. Et la socialisation, qui à l'adolescence est évidemment primordiale. Ils vont avoir envie de se mettre en réseau, que ce soit des jeux, de partager des vidéos, de faire des compétitions, de discuter sur les messageries instantanées, etc. Donc, ça a été vu aussi pendant le Covid, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à diaboliser les écrans. Il y a une forme de détresse aussi émotionnelle, où le fait de pouvoir rentrer en lien par les écrans avec ses pairs du même âge, eh ben, ça fait du bien. Donc tout, vous voyez, n'est pas acheté aussi à la poubelle. Notamment des enfants qui sont timides, ça va leur permettre un peu plus justement de faire partie du groupe, alors que dans la cour de récré, ils vont peut-être être un peu plus sur une messagerie instantanée, ils vont peut-être pouvoir plus s'exprimer dans un premier temps, etc. Vous voyez, c'est vraiment, c'est de la dentelle, hein. C'est pas... c'est vraiment au jour le jour pouvoir s'adapter à ce qui se présente. Alors, les outils, hyper importants. Je vous parlais de menu numérique en introduction. Moi, j'imprime ça et je distribue aux familles. C'est quoi? C'est un planning des temps dédiés aux écrans. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits onglets en bas en fonction des types d'écran. Télé, smartphone, tablette, ordinateur, jeux vidéo. Et j'ai rajouté un rituel qui serait hors écran. Là, vous avez une petite horloge pour compter votre temps numérique. Ça, comme je vous le disais, pour les 6-12, ça va être assez utile. Exemple, le mercredi, un petit jeu vidéo 16h-17h, ok. Attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est rigide, psychorigide. Hein. Vous adaptez. Hein. S'il fait beau, vous n'êtes pas obligé absolument de faire le jeu vidéo 16h-17h. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous donnez le feu vert et vous dites, allez, qu'est-ce qu'on va faire sur écran dans un premier temps en fonction de ton âge? Ça peut être des parents, par exemple, moi, ils me le mettent que le week-end. Ils ne veulent pas d'écran la semaine. D'accord? Pourquoi pas? Il y en a, ça va être en effet un temps de mercredi. Il y en a, ça va être un petit laps de temps, une petite demi-heure quand les devoirs sont faits, avant le dîner, même en semaine. Si les devoirs sont faits, la douche est prise, si tout ce qui est nécessaire, c'est OK. S'il pleut, voilà. Le rituel, ça peut être sur écran le film du samedi soir, le jeu vidéo avec papa-maman. Et puis le rituel hors écran, ça peut être tous les dimanches après-midi, sortie au grand air ou samedi matin, bibliothèque. Ou mercredi, bibliothèque. Vous voyez? Et en fait, là, vous allez pouvoir autoriser, je ne sais pas moi, s'il a 6-7 ans, vous allez pouvoir faire, je ne sais pas, 3 fois 1 heure, par exemple. Et s'il y a 2 heures ou 3 heures le dimanche, s'il pleuvait, si vous savez quel type de contenu c'est pas très grave. D'accord? Il ne va rien se passer de grave. Donc ça aide. Ça aide beaucoup. Et puis, ça permet de balayer les types de supports. Parce que la télé, elle a l'avantage de trôner généralement dans une pièce commune. Donc, vous avez un œil dessus. D'accord? Elle a son avantage par rapport au fait aussi qu'il y a un début et une fin. Si c'est un DVD, si c'est une série, si c'est un programme télé. D'accord? Le plus problématique, c'est le smartphone qui va se balader partout, aux toilettes, dans le lit, partout, à table. D'accord? Le deuxième planning que j'adore, comment se débarrasser des bonnes vieilles habitudes. Alors, avec mon confrère Addictolone, on a réfléchi, on s'est dit, à partir du moment où on va essayer de respecter ces temps forts, hein, là que je vous ai mis à gauche, on va baisser drastiquement sa consommation d'écran à des temps qui protègent la santé. Je vous ai parlé, pas de téléphone dans la chambre. Je vous ai dit, on essaye de se réveiller au naturel sans écran et pas de télé avant l'écran. Les repas sans écran. Et une soirée sans écran. Alors attention, je m'entends. Ça veut dire plutôt sans smartphone ou sans scroller. Ça peut être un programme télé ensemble. Mais en tout cas, on essaye en effet que ça ne soit pas du grignotage, multi-support, etc. Donc, l'idée dans ce planning-là,
c'est de l'imprimer pour chaque membre de la famille et d'aller s'amuser à faire un challenge, de cocher la case quand on a réussi à se réveiller au naturel. Vous voyez, on coche toutes ces situations et on va répéter. On va répéter et on va essayer de tenir bon au moins 3 semaines. Les fameux 21 jours pour réapprendre un nouveau comportement. C'est le laps de temps pour votre cerveau casse le réflexe conditionné. Exemple, vous réveillez, on en parlait, je crois que c'est Aurore qui disait j'écoute donc ma musique sur mon iPhone. Mais souvent, ce que j'entends, c'est qu'on se réveille avec son téléphone. Le téléphone est le réveil. Poison absolu. J'ai mis des années à m'en débarrasser de ce truc. Je me suis acheté un vrai réveil. Et je me suis dit, ok, terminé, de me laisser avoir, parce qu'on veut se réveiller avec. Il y en a qui s'arrêtent juste au réveil. Bon, très bien. Mais, s'il y a eu un message. Tiens, la boîte mail. Tiens, un nouvel album Notif Deezer qui vient de sortir. Bon, vous pétez les plombs en multitasking dès le matin. Vous engouffrez des trucs. Donc, vous arrêtez ça. Le portable, vous dites, une fois que j'ai pris mon café, une fois que j'ai accompagné mon enfant à l'école, après ma douche, j'en sais rien. Et vous allez réapprendre un autre comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier truc que vous allez vous faire en vous levant, vous décidez ce que c'est. Vous allez réveiller votre enfant, vous l'habiller, vous allez prendre votre douche, pousser votre café. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 15 minutes de yoga sur votre tapis et ça sera pareil tous les matins. Vous réapprenez, ça s'appelle un réapprentissage. C'est exactement la même histoire que ce que font les tabacologues pour arrêter de fumer, avec toutes les associations du tabac. Technique cognitivo-comportementale. Le nerf de la guerre, c'est de tenir bon et de répéter. Vous voyez? Et vous allez désapprendre et réapprendre. Donc, on vous a mis sur la colonne de gauche toutes les situations qui font que vraiment, c'est déjà... Il ne faut pas voir ça comme une montagne impossible. Il faut peut-être vous donner 1 ou 2 objectifs dans un premier temps. C'est peut-être pas de téléphone dans la chambre. Et vous faites ça pendant 3 semaines, déjà. Vous voyez? Les repas sans écran, le soir, vous êtes en famille. Si vous bossez, vous êtes seul, bon... Là, c'est vraiment le 5 étoiles que je vous ai dit, ce qui ferait super de faire. Mais l'idée, c'est de prendre une règle qui vous parle avec votre désir de changement à vous au niveau de la famille. Si vous avez marre d'un truc qui fonctionne mal actuellement, vous dites ça, j'ai envie de changer ça. Prenez une règle, prenez un truc et vous allez essayer de répéter. Donc après, on peut ajouter à ça, on peut s'amuser. Je ne l'ai pas mis là, mais je vous en parle. Des situations propres à chacun. Moi, j'ai des familles où systématiquement, la personne embarque le smartphone autour. C'est une dépendance comportementale. Avant, il y avait le magazine, bon, pourquoi pas. Mais ça va être la salle d'attente, quelque part. Ça va être, vous êtes à un café, à une terrasse. Vous pouvez ajouter des situations où vous allez faire autre chose. Moi, je conseille toujours un petit bouquin dans le sac. Et vous sortez un livre au lieu de sortir votre smartphone quand vous attendez chez le médecin ou votre enfant ou je ne sais quoi. Vous voyez, dans tous ces temps d'attente. Vous pouvez rajouter comme ça des situations. Pareil, vous êtes à la plage, en vacances. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de scroller sur votre téléphone? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est plein de petites situations qui peuvent être rajoutées pour désapprendre et réapprendre autre chose. Mais bon, là, c'est déjà quand même pas mal. Assez complet. Je vous parlais tout à l'heure de faire des pauses et de créer une boîte d'activités nouvelles. Donc moi, évidemment, en tant que sophrologue, ça me tenait à cœur que vous puissiez vous dire qu'il y a des techniques psychocorporelles qui existent pour apprendre à respirer, à se relâcher, à faire de la visualisation. Peuvent s'apparenter à des temps de méditation. Mais vraiment, ça fait toute la différence sur justement accueillir aussi ses émotions, décharger un trop-plein. Voilà, est-ce que là, je suis en colère ou est-ce que je suis plus stressée? Venir un peu plus on appelle en résonance avec sa météo intérieure. Faire des pauses, moi, de manière très simple, pendant 3 minutes, ce qu'on peut déjà apprendre, c'est à respirer, vraiment, faire des petits exercices de respiration pour faire une vraie pause régénérante, respiration ventrale,
abdominale. Donc, ça s'apprend avec un sophrologue. Vous pouvez après, comment dire, fermer les yeux quelques instants. Ou alors, ça peut être aussi des moments un peu de rêverie où on laisse justement la créativité émerger. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à ce qui est autour de vous. Faire provision. Vous êtes sur un banc dans un parc. Vous laissez venir à vous tous les bruits qui sont autour de vous, ce que vous voyez. C'est des exercices très efficaces en termes de récupération, de régénération du système nerveux. Amélioration du sommeil, réduction du stress, de l'anxiété. Là, vous êtes vraiment sur des techniques qui vont vous aider à diminuer ce stress. Parce que pour le coup, les écrans et la vitesse sont source de stress et d'anxiété. Donc, il faut trouver un peu vos ressources à vous. Ça marche assez bien avec les enfants aussi. Ils aiment bien, quand ils sont petits, apprendre un peu à respirer, à aller un peu plus sur des petits jeux des 5 sens. Ça marche aussi avec l'alimentation, le goût. Là, on est au printemps, donc il y a plein de choses intéressantes aussi qui peuvent être faites avec les petits. Donc voilà, ça c'est hyper important. Faire des exercices aussi de relaxation, de détente musculaire, hein, pour les temps devant les écrans, de relâcher bien vos épaules. Voilà, plein d'exercices qui peuvent vous aider. Et au-delà de ça, quand je vous parle de boîte à outils, d'activités nouvelles, moi je vous invite à faire une liste. Moi je travaille ça en famille. Vous pouvez faire top 10 et vous listez ce que vous adorez ou ce que vous aimeriez faire en dehors des écrans. Vous allez retravailler vos ressources de qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment. Il y en a, ça va être le sport, d'autres, ça va être la musique, d'autres, ça va être créer des choses de leurs mains. Ça peut être la photo, ça peut être, vous voyez, plein de choses, plein de choses. Les tout petits, vous pouvez choisir plein de choses gratuites. Dans les bibliothèques municipales, il y a des choses formidables qui sont faites, des lectures, des mini-conférences, des ateliers, et puis sortir. Le parc, les aires de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ça n'a pas besoin d'être dingue non plus en fonction de l'âge de l'enfant. Mais à partir du moment où vous passez du temps à l'extérieur, où ils bougent, où ils sont en relation avec d'autres enfants, où voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué et cher pour les tout petits. Chez les ados, les pré-ados, allez plus creuser ce qu'ils aiment dans la discussion, etc. Ça peut aller choisir, vous aider à concocter le prochain week-end. Si vous voulez changer votre papier peint, qui vous aide à choisir votre papier. Je dis n'importe quoi. Mais vous le connaissez, votre enfant. Vous savez vers quoi il va naturellement. Donc, c'est vraiment aller se connecter à ça pour justement vous engouffrer sur des trucs hors écran. Oui. Je le disais aussi à Virginie pendant la préparation, moi, les familles où ça roule le mieux, c'est des gamins qui sont passionnés par soit le théâtre, soit le sport. Et du coup, ça contrebalance. Il y aura de l'écran, mais il n'y a pas que ça, quoi. Vous voyez? Et si en plus ça les fait bouger, ça les fait exprimer leurs émotions, enfin voilà, heureusement, il y a plein de choses qui existent aussi hors écran. D'accord? Donc ça, voilà, vous prenez une feuille de papier et puis vous essayez de voir un peu ce que vous aimeriez faire ou proposer en dehors des écrans. C'est un peu votre soupape, vous voyez, que vous pouvez mettre dans votre planning des temps de tout à l'heure, dans les rituels. Oui. Donc ça, c'est vraiment à personnaliser hein, en fonction de vous. Et puis, je vais finir par cette dimension de CNV. Je ne sais pas si ça vous parle, la communication non violente, mais c'est un outil qui est un processus. Donc, ça ne marche pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça donne une intention en tant que parent. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui peut créer le déclic en adoptant une posture différente. Je m'explique. Je vais vous donner carrément un exemple. En fait, la définition très simple de la communication non violente, c'est une technique de communication qui s'appuie sur des étapes OSBD, O, observation, S, un sentiment, B,
besoins et des demandes. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire que vous allez... Ouais, je vais vous donner un exemple comme ça. Par exemple, observation, on est toujours dans le fait. Tu as passé 3 heures dans ta chambre sur ta console dimanche. Vous êtes d'accord, c'est factuel. Ça nous demande à enlever un petit peu le jugement. Qu'est-ce qui fait que vous avez justement, vous, quelque chose à demander ou qui ne vous convient pas? Vous observez un fait. Tu as passé 3 heures sur ta console dimanche. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Ça vous a rendu triste, en colère, contrarié, déçu? Petite plongée en soi, qu'est-ce que ça me fait? Ça vous fait péter les plombs parce que c'est tout le temps comme ça. Vous repassez un peu par votre émotion, vous, en tant que parent. Donc, gros job déjà. Parce que souvent, on s'énerve parce qu'on est stressé, on n'a pas le temps, on crie. Et donc, on n'a pas un peu ce recul pour faire ce travail-là. Donc, c'est ce qu'apporte la communication non violente pour éviter, à un âge sensible, l'escalade vers le conflit, le fait que vous n'ayez plus accès à votre enfant, que le dialogue puisse se rompre et que par rapport à tous les risques dont on a parlé tout à l'heure, notamment Aurore, je pense que si votre fille est venue vous parler de vraiment cette agression, cette intimidation dont elle a été victime, c'est qu'elle avait confiance en vous et que la porte était ouverte. D'accord? Sinon, c'est mort. Enfin, c'est mort. Vous ne savez pas forcément. Et donc, voilà. Donc, la posture, elle est très importante. Donc, quand tu as passé 3 heures sur ta console de jeu, je me suis sentie déçue, par exemple, ou triste. Et là, on va dire le B, un besoin. Souvent, quand on a une émotion, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, quand votre enfant est sur 3 heures enfermé dans sa chambre, c'est parce que vous auriez eu besoin de quoi? Vous êtes triste, pourquoi? Parce que vous avez besoin de partager du temps avec lui? Parce que vous sentez qu'il a besoin de se reposer? Parce que vous avez besoin d'être rassuré? Parce que, vous voyez, c'est hyper vaste. Ça peut être très... donc, on travaille, en fait, sur des listes de sentiments. Donc, on essaye de ne pas trop juger en reprenant vraiment le fait de base. Et c'est à partir de tout ça qu'on va pouvoir formuler une demande. Et donc, il y a des formules qui sont un peu plus à privilégier avec un ado, plutôt bienveillante, plutôt soutenante, parce que avec un ado, malheureusement, ce n'est pas toujours le bon moment. Donc, parfois, je vous le dis, hein, on le fait et on peut avoir l'impression que ça ne sert à rien, sauf que c'est entendu. Est-ce que tu serais d'accord pour me parler de ça? Est-ce que tu serais d'accord pour me parler de ce que tu ressens quand tu claques la porte? Vous imaginez hein, le travail que ça demande en tant que parent, de pouvoir prendre sur soi, de pouvoir sonder son état intérieur, pour pouvoir rester en lien avec des comportements qui peuvent être parfois agressifs, déplaisants, inacceptables, pourquoi pas. Mais est-ce que tu pourrais me dire ce que je pourrais faire pour t'aider? Est-ce que toi, tu as des solutions à proposer? Est-ce que tu pourrais me dire comment tu pourrais faire autrement? Et si vraiment la connexion est pas dit, est-ce que tu pourras me dire quand tu seras disponible pour en parler? Ça veut dire quoi tout ça? Quand je présente ça en conférence dans les bahuts, il y a un silence de mort. J'ai les parents qui me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Genre, mais elle vient d'où avec son monde de bisounours? Mais je peux tellement comprendre. À la fin, ils me disent, ah, ça serait vraiment bien, ça, dans le meilleur des mondes. Je leur dis, attendez, c'est processus, c'est un chemin, c'est une intention de choses à explorer. C'est juste que quand vous allez faire ça, forcément, en fait, que ça a une incidence. C'est pas tout de suite. Mais vous collaborez, vous écoutez, vous avez de l'empathie et vous l'incorporez dans la solution du problème. Bon, quand tu as passé 3 heures sur ta console de jeu, je me suis sentie vraiment en colère parce que j'ai besoin de partager, que tu puisses respecter le temps de partage en famille ou je sais pas quoi. Est-ce que tu serais d'accord pour la demande?
voyez tout le processus? Alors attendez, on ne va pas faire ça au quotidien, hein, entre la poire et le fromage. Alors, quand tu as passé 3 heures sur ta console, je me suis sentie triste. Ça, c'est le boulot que vous faites dans votre tête, hein. C'est insupportable quand vous avez des gens en face de vous qui vous font tout le processus OSBD. Quand tu avais passé 3 heures. Mais, voyez, petit à petit, l'intention. Par contre, en tant que parent, pouvoir aussi exprimer, c'est pas juste vous êtes sympa avec votre ado. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment le mal me faire comprendre, si je puis dire. C'est vraiment aller voir en vous ce que vous ressentez. Parce que vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez en tant que parent. C'est pas juste pour ne pas se fâcher avec lui. Non. Moi, quand tu fais ça, ça me fait ça. Voilà. Mais en fait, la règle vraiment de base dans cette communication non violente, c'est de dire je. Vous savez, c'est utilisé aussi pour les thérapies de couple et c'est utilisé aussi pour solutionner des conflits en entreprise, médiateurs qui peuvent utiliser ça. Parce que quand on dit je, on fait baisser l'intensité de l'émotion qui est en face du conflit. Ça ne vous appartient qu'à vous. Quand tu as fait ça, je me suis sentie vraiment comme ça. Vous parlez de vous, d'accord? Parlez de vous et toi. Et donc, vous ne jugez pas l'autre. C'est ça le travail le plus important. C'est de ne pas juger et parler de vous. Voyez un petit peu la nuance? Et il y a des enfants ou des personnes avec qui ça va un peu plus fonctionner, peut-être plus rapidement. Mais en tout cas, plus on le fait tôt, encore une fois, je parlais de faire les choses un petit peu au fil de l'eau, quand l'enfant grandit, bah déjà de vous autoriser à exprimer vos émotions et à les nommer, vous allez lui apprendre à faire ça. Vous allez lui apprendre à faire ça. Il va pouvoir vous dire, bah moi, j'ai peut-être passé 3 heures sur ma console parce que le climat à la maison, il est pourri en ce moment et je préfère être enfermée dans ma chambre. Et vous voyez, vous allez accéder à un autre type d'information aussi. C'est pas forcément pour pourrir la vie. Et puis, il y a cette dimension qui est importante, neurobiologique à rappeler, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que il a l'impression qu'il a le contrôle, mais lui non plus, il n'a plus le contrôle. En fait, le cerveau est immature en développement jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, dans cette histoire de durée et de temps dont je vous parlais tout à l'heure, s'il y a passé 3 heures, j'ai presque envie de vous dire que ce n'est pas de sa faute. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette capacité à s'autoréguler. Et c'est vous, malheureusement, qui êtes là pour ça. C'est qu'il y a vraiment ce truc que ça va être très, très difficile pour un enfant, un préado ou un ado de se stopper lui-même. D'accord? Donc là, vous êtes là pour ça. Et d'essayer le plus possible de venir un peu avec ces techniques un peu plus souples d'approche. Mais ça ne veut pas dire qu'au fond, vous avez envie d'être méga cool. Hein. Il peut y avoir un cadre, il peut y avoir... j'ai souvent l'impression de mal me faire comprendre et d'être un peu mise en... Vous savez, il y a tout ce truc de polémique autour de l'éducation politique, bienveillante, trop laxiste. Non, 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 on ne parle pas de tout ça. C'est vous qui décidez de tout. Vous décidez de tout. Il y a des parents qui s'en fichent que leur enfant soit 3 heures. Non, si vous, c'est non. Ça vous met en colère, vous voulez que ce soit autrement. Voilà. C'est plutôt avoir des clés sur comment avancer sur ce que vous voulez mettre en place. Vous. Qu'est-ce qui est le plus urgent dès demain à changer pour votre famille, pour vos enfants, pour vous sur cette question-là? Ça demande un petit peu de vision. C'est pour ça que j'aime bien intervenir aussi même dans des groupes de futurs parents avant que l'enfant arrive, ou la première année de l'enfant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette question-là maintenant dans notre société, sachant que oui, il y a des choses qui seront... Mais voilà, si on ne met pas de règles, si on ne met pas de cadre, si on ne met pas de dialogue, c'est difficile de sauver sa peau sur cette question. Vous voyez ? Donc n'hésitez pas à proposer, à mettre en œuvre
n'ayez pas peur du conflit, vraiment, même si ça ne plaît pas. Vous avez le droit que certaines règles soient aussi respectées chez vous et d'avoir des temps, bien sûr, de disponibilité. Je pense que le plus complexe, parce que souvent j'ai des mamans qui me consultent quand leurs enfants sont ados, elles sont très anxieuses sur ce sujet-là parce que leur enfant leur échappe aussi. Parce que bien sûr, il y a une manière déjà de quitter. Enfin, c'est très complexe cet âge-là. C'est que on a l'impression en tant que parent d'être quitté et en même temps, ils n'ont jamais eu autant besoin de vous. Mais ce n'est pas visible. C'est-à-dire qu'ils vont chercher ailleurs à explorer, à partager, à faire des expériences, à aller parfois se mettre en danger. Et en même temps, il faut qu'il y ait de manière absolue, intégrée, l'idée qu'ils puissent revenir à la base, à l'attachement de base, pour pouvoir explorer sans risque. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas forcément visible, hein, tout ça, mais c'est vraiment, c'est quand ça ira pas bien qu'il y aura aussi ce retour possible. Et souvent, c'est, ah ben, il me parle plus, je sais plus ce qu'il fait, je sais pas qui il voit. Et c'est difficile d'accepter ce changement-là à cet âge. Et du coup, ça crée de l'anxiété alors qu'il n'y a pas forcément de danger. Il n'y a pas forcément de danger. Mais encore une fois, Aurore, le témoignage que vous avez donné tout à l'heure de vous et de votre fille, pour moi, il illustre beaucoup de choses, hein, qu'on a abordées, parce que c'est fondamental. C'est fondamental que le lien reste solide, quoi. Donc voilà, je vous laisse à cette réflexion de communication non violente. Je pourrais fournir des petits supports de sentiments, de besoins qui permettent d'affiner un peu. On n'a pas toujours les… En termes d'émotions, par exemple, ou de sentiments, enfin ce que j'appelle sentiments, c'est plus des émotions. Vous voyez, entre être contrarié et en colère, c'est pas pareil. Être déçu et triste, c'est pas tout à fait pareil. Et en fait, quand on rentre dans la nuance, on se connaît un peu mieux et ça apaise aussi. Être frustré, c'est pas nécessairement être en colère non plus, vous voyez. Et donc, il y a plein de listes comme ça. Si vous tapez CNV, liste besoins fondamentaux, dans les besoins, il y a plein de choses aussi. Être écouté, rassuré, sécurisé, besoin de paix. Hein. Cette question des écrans, ça peut être vraiment beaucoup de disputes, d'agitation. Vous avez peut-être, vous, un besoin plus de calme, de paix. Vous voyez, ça vous permet en fait de hiérarchiser un peu et de revenir un peu plus au clair. Mais oui, hein, Marjorie, c'est ce que vous dites. Le but, c'est de se créer des routines. Ouais, c'est très rassurant, les routines. Après, on n'a plus besoin en fait de se prendre la tête. Une fois que vous créez un peu les règles et les routines, c'est ce qui nous permet de baisser généralement, hein, notre stress, notre anxiété au quotidien. Vraiment. Je crois que j'ai un petit peu tout dit. Presque. Merci beaucoup. Ça va, j'ai pas explosé trop le temps. On a un petit peu de temps pour échanger si vous le souhaitez. Merci déjà Isabelle pour tous ces apports et ou ces rappels. C'est super intéressant. Ça permet de voir aussi, suivant les âges, effectivement, comment on peut adapter les choses. Est-ce que Aurore ou Marjorie, vous avez des questions? Profitez-en tant qu'on a Isabelle sous la main. Ou des partages d'expériences aussi, parce qu'effectivement, ce qu'Aurore a partagé tout à l'heure, mon fils, il utilise très peu son téléphone, il est plus sur son ordi et tout ça. Et puis, hier, on partait marcher avec son père, puis je dis, ah bah tiens, je vais juste déverrouiller son téléphone avant de partir, comme ça, si j'ai besoin de l'appeler, parce qu'il était encore en train de dormir.
Et puis, ben, je le déverrouille, tout ça. Et là, cling, 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 des notifications Snapchat, quoi. Et je n'ai pas regardé, mais ce que j'ai vu, c'était ce que je reçois moi aussi sur Instagram, c'est-à-dire des filles un peu à moitié nues, quoi. Et quand je suis revenue, je lui dis, ah ben, j'ai dit, Maë, j'ai déverrouillé ton téléphone pour qu'il soit allumé si j'avais besoin de t'appeler. Eh ben, j'ai dit, dis donc, sur Snapchat, ça y va. Il fait, oh non, mais il me dit, moi, je n'allume jamais mon téléphone, parce qu'il n'utilise quasiment jamais son téléphone. Et il me dit, mais c'est vrai que, enfin, il dit, c'est pénible. Il dit, mais Snapchat, de toute façon, j'y vais plus. Enfin, parce que voilà, il dit on est sur Discord avec les copains, mais effectivement, il recevait des notifications. Alors, il n'a rien demandé en fait. Il n'a rien demandé, bien sûr. Donc oui, et c'est là où ce que tu disais, c'est bien de garder le lien et de pouvoir continuer à en parler. Moi, ce que j'ai partagé quand on a fait l'interview pour le lancement de la box, moi, l'ordi, il est en bas, il est à côté du salon. Donc, oui, je ne vois pas tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, l'autre jour, on a discuté, je pense que tout le monde est au courant de cette série, là, Adolescence, qui est sortie sur Netflix. Alors, moi, je ne l'ai pas regardée, je n'ai pas Netflix. Et puis, honnêtement, ça m'a déclenché des… Rien que de savoir comment ça se passait dans la série, ça m'a déclenché J'étais vraiment pas bien, en fait. Il y a même un soir où, vraiment, je me dis, mais en fait, je ne sais pas exactement ce qu'il regarde, je ne sais pas, voilà. Et on en a discuté à table. Il y avait sa sœur qui a 22 ans, qui est la fille de mon conjoint, qui était là pour le week-end. Et puis, à table, on en a parlé. Je lui dis, Maë, est-ce que tu connais cette série? Est-ce que tu es au courant que c'est tiré, en fait, de ces réseaux un peu masculinistes? Voilà, est-ce que tu connais cet influenceur-là qui parle de ça? Il me dit, non, je ne connais pas trop. Il me dit, mais… moi, tu sais, à part regarder des trucs de jeux vidéo et puis de scroller pour regarder des trucs débiles sur les réseaux, je dis ouais, mais tu vois, en fait, je ne sais pas exactement ce que tu regardes. Je dis parce que oui, tu es à côté du salon, mais en fait, il faut que tu saches que moi, ça m'a déclenché une sorte d'angoisse, en fait, parce qu'il y a un soir où vraiment, j'avais du mal à m'endormir. Je dis parce qu'en fait, je ne sais pas exactement ce que tu regardes. Il m'a dit, mais tu sais, il dit, moi, je discute avec les copains, je regarde des trucs de voiture, des trucs de jeux vidéo. Je lui dis, mais est-ce que ça t'arrive de tomber sur du contenu comme ça? Voilà, je lui dis, il n'y a pas de jugement dans ma question. Je veux juste savoir si l'algorithme te propose ce genre de choses. Et donc, il me dit non, mais il me dit, mais tu sais, enfin, voilà, sois pas inquiète, mais c'était important. Alors, c'est hyper important ce que tu dis. C'est hyper important parce que quand on fait de la prévention avec les ados, quand ils se mettent à entrer dans le numérique, sur Internet et les réseaux, de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, que ce soit pour se divertir ou pour s'informer, mais c'est fondamental. Moi, je vous donne un exemple. Cette histoire sordide de l'enquête sur le petit Émile, par exemple. Ça m'intéressait. J'en ai lu deux articles que j'avais consultés via, je crois, c'était Facebook, mais c'était des articles de presse, mais j'avais cliqué sur Facebook. Et un autre truc d'une crèche, bref. Depuis, je ne l'ai pas fait en plus beaucoup. C'est hallucinant. Et ça doit être quand même une source, le Parisien, donc une source de presse quotidienne régionale sérieuse, donc c'est de la vraie information, mais tenez-vous bien, depuis, on ne me propose que la même chose sur des gamins qui se sont étouffés avec des morceaux de banane, avec un produit toxique, une mère qui s'est balancée du 3e étage. On ne me balance que les mêmes faits divers en rafale. Et donc, pour la santé mentale, pour le coup, ça donne un spectre que toute la réalité, le monde est comme ça. Et donc, en fonction, en effet, de ce qu'on regarde, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas à 100% ce qu'il regarde et je ne le saurai jamais. Mais ce que je voulais quand même lui transmettre, c'est qu'il n'y avait pas de jugement dans ma question. Mais que par contre, voilà, j'avais quand même besoin en tant que maman de savoir qu'il ne tombait pas sur des choses qu'il ne souhaitait pas voir et que si son algorithme commençait à lui montrer, surtout qu'il puisse se sentir libre de m'en parler, que je ne le fâcherais pas parce que ce n'était pas de sa faute et que si lui, à un moment donné, commençait à regarder
Voilà, et qu'il fallait qu'il sache qu'il allait avoir, l'algorithme allait lui montrer plein de choses là, quoi, plein de choses comme ça. Mais c'est ça, en fait, je pense que c'est très difficile et très angoissant de se dire qu'on ne pourra pas contrôler de toute façon tout ce qui est vu, regardé, partagé. Mais et donc, c'est important d'exercer une forme de contrôle avec tout ce qu'on a dit, mais il y a ça qui nous échappe. Si j'ose, par rapport à ce que j'ai partagé par rapport à ma fille, nous, j'avais une discussion avec le papa, avec lequel on est séparés. J'étais assez contente de voir qu'on était raccord, à savoir, et ça m'a rassurée que tu en parles dans ta conférence, si tu m'autorises le tutoiement, que l'interdiction n'était pas forcément la bonne option, puisque d'une manière ou d'une autre, elle allait pouvoir être confrontée à ça par un autre biais. Et donc, du coup, on a dit, en fait, tant que le dialogue est ouvert, que tu nous dis quand tu as un souci, nous, on va essayer de t'aider à le gérer. Mais donc, ça m'a un peu rassurée par rapport à ce que tu as dit, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la bonne ligne sur cet aspect-là. Par contre, elle a forcément, elle reste flattée du fait que des garçons s'intéressent à elle, même si les garçons sont inadéquats, totalement inadéquats, plus que d'inadéquats. Et donc, ce qui est compliqué, c'est guider un enfant, un jeune, alors que tu n'as quand même pas 100% de l'information de ce qui se passe derrière. Donc, ouais, il y a le côté temps d'écran, elle a 13 ans. 13 ans. Et il y a le côté, comment est-ce que tu lui donnes des forces et sur plein de dimensions pour se défendre là où il faut. Et c'est très complexe. C'est très complexe. Et ces hommes ou ces garçons c'est des copains de lycée, de collège Non, en fait, elle avait changé les paramètres sur Snapchat. Elle échangeait que avec des gamins de son école. Et elle a changé les paramètres sans réellement comprendre. Et elle s'est retrouvée en l'espace de 24 heures avec ses demandes. 2 officiellement de garçons de 16 ans, j'ai bien dit officiellement. Un d'un garçon de 27 ans. Voilà. Et voilà, c'est comment alors, quelque part, elle peut aussi être confrontée dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, celle qui n'est pas électronique. Mais quand il y a des hommes majeurs, elle a conscience qu'elle est mineure et que c'est non, ça c'est l'aspect qu'elle ne comprend pas encore. J'ai beau le dire, le redire, lui dire celui de 27 ans n'avait jusqu'à présent rien dit de mal, il vient de le faire. Du coup, elle était toujours en contact avec et elle n'a pas encore compris cette notion-là. Je constate que pour nous, c'est clair, hein, normalement. Mais pour un enfant, en fait, finalement, c'est un jeune. Oui, et puis en effet, vous ne savez pas exactement, sans vouloir augmenter votre angoisse, mais qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui montre. Et vous avez tout à fait raison de... Alors, c'est vrai que cette porte-là d'entrée vers les inconnus, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de revenir aux paramètres précédents Normalement, maintenant, c'est bloqué. Parler à des inconnus. Quelque part, le même genre de choses que, enfin, je sais pas, il y avait des protocoles à l'époque, je crois. Moi, je les ai jamais utilisés. Par exemple, qu'est-ce que tu fais si un homme te propose des bonbons dans une voiture et il y avait tout un protocole je sais plus, en 3 points. Tu dis non, tu redis non, tu appelles un adulte si ça marche pas. Enfin, je sais plus. Il y avait Alors, ce qui peut être au stade là de ce que vous me décrivez quand même, ce qui peut être intéressant, c'est que vous la mettiez en effet en garde sur les types de propos, ce qu'il lui demande de dire ou de faire. Vraiment. Si elle continue à discuter avec ces garçons-là, vous souhaiteriez qu'elle ne parle pas en effet à des inconnus, d'essayer de voir avec elle, elle n'a que 13 ans quand même, de revoir son téléphone avec elle sur les paramètres que vous souhaitez remettre en place, je pense. Et que si ligne rouge est franchie, qu'elle a la possibilité de faire des captures d'écran, vous lui montrer comment fonctionne une capture d'écran. Parce qu'après, vous avez des associations comme par exemple e-enfance qui fait un travail formidable là-dessus. Notamment, les jeunes d'ailleurs peuvent les contacter avec un numéro direct s'ils sont victimes de harcèlement ou justement de nude. Et en effet, souvent, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des preuves. Donc, les preuves, c'est les captures d'écran. C'est justement les échanges, s'il y a des propos violents, haineux, intimidants,
parce qu'en effet, lui faire comprendre donc, qu'elle est mineure, etc. Mais vraiment essayer de reprendre le contrôle sur les paramètres du compte, lui demander si elle discute encore avec eux et qu'est-ce qui… Oui. Parce que là, vous dites, elle, pour l'instant, ce qu'elle en dit, c'est qu'elle est juste contente, qu'il la trouve jolie, sympa, tout ça. C'était le piège dont j'avais peur. Enfin, les deux qui ont eu des propos explicites, elle les a bloqués immédiatement. Elle n'osait pas répondre, elle n'osait même pas toucher le téléphone. Okay. Il y en a un où moi, je suis venue et j'ai menacé le gamin de le dénoncer aux flics. Je ne savais pas si c'était réaliste ou pas. Je me suis dit qu'au moins, il allait entendre le message, que c'était juste pas du tout OK. Et il y avait effectivement cet homme de 27 ans qui n'avait jamais rien dit à côté, mais je trouvais ça complètement inadéquat, qu'il ait même l'intention de discuter avec une jeune femme de 13 ans, enfin une jeune fille de 13 ans. Mais pour l'instant, il n'avait rien dit à côté. Je viens d'apprendre que la semaine dernière, il avait eu un propos inadéquat et ma fille et sa copine, enfin sa copine l'a insulté et elles l'ont bloqué. D'accord. Donc, et c'était les seuls qui sont rentrés, puisque c'était les trois qui sont rentrés au même moment et elle avait pas encore bloqué le gars qui avait rien dit. Bon. Ce qui est très positif, c'est que vous êtes dans l'histoire, donc c'est hyper positif. C'est ça. Mais deuxièmement, si naturellement elle bloque quand ça va pas, ça c'est très positif aussi. Assurez-vous qu'ils sont bien tous bloqués et essayez de revenir avec elle, puisque elle-même a été choquée si elle a bloqué directement. Donc ça c'est plutôt un signe de maturité de sa part. Donc retournez sur le téléphone avec elle et revenez aux paramètres d'avant. Et en aucun cas, vous avez raison, elle à être en contact avec des hommes plus vieux ou des hommes qu'elle ne connaît pas. Et puis lui faire comprendre que c'est tout à fait facile de mentir sur son âge, de mettre n'importe quelle photo. D'accord ? On le sait, hein, vous avez vu le nombre d'arnaques malheureusement qui circulent en ce moment. Et avec l'intelligence artificielle, ça va mais être exponentiel. On ne va même plus savoir qui est derrière quoi. Vous avez vu les profils Facebook, les arnaques souvent même. Mais ça arrive en vulnérabilité à des adultes, des hommes seuls, vulnérables. Il y a des très belles photos de femmes qui discutent et puis ils se discutent pendant des mois. Et en fait, ils arrivent à créer une relation à distance qui fait que l'autre se sent dépendant. Ils vont commencer à demander de l'argent, etc. etc. Ça va très, très loin. Et en fait, c'est principalement Côte d'Ivoire et Sénégal. Et en fait, vous avez des gars derrière des ordis qui sont des arnaqueurs et qui vont aller créer les fausses relations amoureuses et soutirer l'argent. Et il y a des gens, oui, qui croient derrière. Donc, expliquez-lui vraiment qu'une photo n'est pas forcément la personne, que l'âge n'est pas forcément le bon, que tout peut en effet, de surtout pas envoyer de photos, redites bien lui tout ça. Mais apparemment, elle vous écoute. Elle vous écoute. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Parce qu'il y a quand même des enfants. Moi, j'ai une période quand j'étais ado où ce n'était pas tellement les parents à qui on avait envie de parler. Bien sûr. Donc, moi, je sais que mon premier neveu, quand il est né, le jour où il a été capable, je lui ai dit, tu sais que ça c'est bien, ça c'est mal. Si un jour il y a quelqu'un qui fait quelque chose que tu juges qui est mal, que tu penses qui est mal, et que tu as peur d'en parler à papa et maman parce que tu as honte ou quoi que ce soit, tu viens voir tata. T'en as 5. Tu choisis laquelle. Tu n'es pas obligé de venir me voir moi. Super. Bien que ce soit moi, mais tu n'es pas obligé de venir me voir moi. Et je lui ai dit, mais par contre, tu en parles à un adulte de la famille parce qu'il faut trouver une solution. Oui. D'accord ? Oui. Ouais. Donc, en fait, c'est fondamental ce que vous dites. Ça. Je vous remercie parce que je n'aurais pas pensé à l'aborder et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. C'est que parfois, le parent n'est pas le bon interlocuteur. Bien sûr. Pour X ou X raisons. Ils ont honte. Il y a déjà, comme je disais, un conflit qui est installé. Donc, voilà. Un mal-être qui fait que… Voilà. Mais en effet, dès que ça cloche… je pense à ajouter par rapport à ce que vous dites, il y a des établissements scolaires qui vont travailler avec une association qui va installer des boîtes aux lettres anonymes dans les cours de récréation. Je peux vous retrouver le nom. Je ne sais pas si c'est les papillons. Oui, c'est la boîte aux lettres papillons. Ouais. Et en fait, de manière anonyme, l'enfant va pouvoir déposer. Alors, c'est principalement autour des sujets de harcèlement.
ce qui pose problème. Et donc, il va y avoir l'intermédiaire, etc. Et après, essayer de solutionner le problème et de ne pas rester seul et d'avoir un peu cet anonymat pour recourir à de l'aide. Comme le fait le 3018, hein, le numéro que j'ai retrouvé de e-enfance, de le mettre en rouge sur votre frigo, quoi. S'il y a un problème, tu appelles le 3018. Il y a une appli aussi qu'ils peuvent installer qui est bien fichue, où il y a tout qui est expliqué. Est-ce que tu penses être victime et quoi faire justement, la petite feuille de route dont vous parlez, Aurore, avec ces fameuses captures d'écran ou de téléphoner, de ne pas rester seul, qu'ils aient l'information. Et Marjorie, oui, bien sûr, un adulte bienveillant, référent. Oui. Oui, oui. Ouais, c'est un vrai. Je me dis qu'être parent il y a encore 15 ans, c'était quand même plus simple, sans tout ça. Ça crée des insomnies. C'est ça. Ouais, c'est pas simple. Mais il y a tout ce champ, il y a la santé, comme on a vu, mais il y a tout ce champ. Et en même temps, l'info, elle est démocratisée sur plein de sujets, celui que tu abordes, celui de la sexualité et autres. Et il y a 10 ans, en fait, on avait peut-être moins accès à l'information. Donc, c'est juste qu'il faut apprendre autrement. Oui, tout à fait. Les challenges, les défis ne sont plus les mêmes. Et je pense que maintenant, on est quand même à un tournant où voilà, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas et essayer de faire les choses différemment. C'est vrai que la prévention, elle a vraiment du sens aujourd'hui. Il y a encore 10 ans, il y avait moins d'études, il y avait moins de prédateurs aussi qui se sont engouffrés dans tout ça. Et ça vaut le coup, quoi. Parce que je pense qu'il y a plein d'ados qui ont aussi envie de se sentir pas dépendants aussi de tout ça, qui veulent se valoriser en disant non, j'ai pas besoin de... Et ce dont tu parles, Aurore, c'est vraiment cette notion de... Moi, j'aime bien leur dire, vous n'avez pas besoin d'être liké pour être aimé. Et surtout à cet âge-là, mais mon Dieu, mais bien sûr que l'image, le corps, s'aimer, pas s'aimer, ça a un impact considérable. Arriver à renforcer cette estime de soi pour éviter de tomber avec ces déglingos qui demandent n'importe quoi. Vous voyez la force d'une enfant qui va c'est quoi ce débile, je le bloque. Ouais, à 13 ans, c'est quoi ce débile, je le bloque. Et une nana qui va se dire ah, il s'intéresse à moi, c'est quand même... Et ça ne veut pas dire qu'elle est faible, entre guillemets, parce que ça peut faire plaisir à cet âge-là, mais qui aura moins de force, moins d'aplomb, moins vous voyez, ce côté d'affirmation de soi. Je pense que les filles, il faut leur donner une confiance en elles aujourd'hui de fou. Vous savez, c'est vraiment sociétal. Il y a plein de choses qui me viennent en tête quand on parle de Pardieu, là, vous voyez, on voit, il ne s'en prenait pas aux stars, il ne s'en prenait pas à Fanny Ardant, vous voyez, il ne s'en prenait pas à Fanny Ardant, il se serait pris comme une bonne rousse dans la tronche, il s'en prenait aux petites intermittentes du spectacle qui avaient peur de perdre leur place et qui forcément étaient plus précaires, moins de confiance, impressionnés par le personnage. Donc, ouais, de l'aplomb, de l'affirmation, je crois que les filles en ont vraiment besoin. Les garçons, c'est autre chose, c'est plus des comportements à risque, plus de jeux vidéo, mais les filles, ouais, il y a quand même de la vulnérabilité sur ce côté réseaux sociaux et mauvaise rencontre. Ce que tu dis sur garçon-fille, c'est moi en tout cas mon fils il me dit mais tu sais, il dit moi je suis en train de discuter avec mes copains, en train de jouer aux jeux vidéo, il dit alors que les filles elles scrollent sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Il dit moi ils scrollent oui, mais ils regardent pas les mêmes choses et puis ils jouent beaucoup plus aux jeux en réseau, en ligne, que à scroller sur internet. Ouais. Et lui, tu vois, il me l'a dit. Il m'a dit les filles, elles sont plus. Mais c'est tout à fait ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et aller se comparer l'image, les photos,
les candidatons, oui, oui, c'est une autre dimension, quoi. C'est une autre dimension. Donc, il faut être parent de jeunes filles. Il me semble que ça demande un peu plus de vigilance à ce niveau-là. Il y a Marjorie qui nous a dit coucou. Au revoir, qui a quitté, Aurore qui doit quitter aussi. Et oui, hein, ça fait pour vos questions. À toutes les deux, voilà, j'espère que ça vous aura apporté, mais j'en suis sûre, beaucoup de valeur, aussi en replay. Isabelle, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour clôturer ce moment d'échange? J'espère que oui, hein, les rappels, mais surtout que ça vous a peut-être donné envie de donner des clés un peu supplémentaires ou des directions sur ce sujet-là pour mettre en place des choses et que ça se passe bien. Voilà. Super. Merci beaucoup. Mais je vais arrêter l'enregistrement. J'espère que voilà, tout le monde aura eu beaucoup de valeur. Procurez-vous ce petit livre pour doser les écrans en famille. Si vous avez besoin d'aide pour aller encore plus loin, eh bien voilà, vous savez où joindre Isabelle. Merci Virginie, merci beaucoup. Merci à toi, avec grand plaisir. À bientôt.